Alors je pense que c'est extrêmement significatif. Vraiment, c'est un symbole très fort. Et ça montre également une grande inquiétude par rapport à la situation en Ukraine. Et je pense donc que à la fois Xi Jinping et Vladimir Poutine, qui ont déjà préparé forcément cette rencontre, vont parler de l'Ukraine et proposer des solutions pour sortir d'une crise qui est en train de s'envenimer de façon particulièrement inquiétante en ce moment sur tous les fronts, que ce soit sur le front militaire, sur le front économique, etc. Et alors j'insiste pour dire que c'est important. Pourquoi? D'une part, Xi Jinping, il est président, il a également beaucoup d'autres postes au sein du Parti communiste chinois, etc., depuis plus de 10 ans. Et en général, un président, quand il est élu, son premier acte, surtout un président chinois, c'est pas de partir à l'international. Il faut imaginer que la Chine, c'est un pays d'1,6 milliard d'habitants. Donc la préoccupation d'un président chinois, ce sont les Chinois. Et là, c'est un symbole extraordinairement fort, puisque, et ce serait vrai dans tous les pays du monde, un président qui, à peine 10 jours après avoir été élu, et je note qu'il a été élu à l'unanimité, décide de rendre visite à un pays qui est en guerre, et qui est censé être au banc du monde entier, si on écoute ce que disent les Européens et les Américains, c'est un symbole extraordinairement fort. D'une part, un symbole de l'attachement de la Chine à montrer qu'elle a des relations fortes avec la Russie. Et là, je fais juste un petit aparté pour dire que pour les personnes qui s'intéressent à la personnalité des deux présidents, ce sont des présidents qui sont assez similaires en fait. C'est-à-dire que tout dans leur vie les destinait à une carrière et une vie exceptionnelle, de par leurs racines familiales et de par également leur vécu. Parce que ce sont deux présidents qui n'ont pas vécu avec une cuillère en argent toute leur vie. Ils ont extrêmement souffert, ils ont vécu des choses traumatisantes, difficiles. Donc j'invite à tout le monde, je ne vais pas rentrer dans le détail, à étudier ça et comprendre pourquoi ces deux présidents, plus que pratiquement tous les autres présidents à la tête d'importants États dans le monde, sont capables de se comprendre et comprendre l'importance, entre guillemets, de trouver extrêmement vite une solution à une situation qui peut dégénérer, et pas qu'à cause de l'Ukraine. Elle peut dégénérer également à cause du dollar, à cause de la faillite complète du système américain qui s'accélère. Et c'est en réalité la principale raison du conflit en Ukraine. En fait, l'Ukraine n'était qu'un moyen de fragiliser la Russie, et il y avait un espoir de revenir, entre guillemets, aux années 90 pour les Américains essentiellement et les Européens, de confisquer les ressources naturelles russes. Il faut voir que la Russie, c'est un pays extraordinairement grand, les personnes qui regardent l'émission le savent, mais ce n'est pas un pays très peuplé, c'est un pays qui a beaucoup de convoitises. Mais c'est un pays extrêmement fier et qui, en 20 ans, a redressé son système militaire, ce que les Chinois sont en train de faire. Et j'insiste véritablement pour dire que les deux pays sont prêts. D'une part, Xi Jinping a réussi à complètement nettoyer la Chine de la tendance mondialiste qui existait au sein du pouvoir chinois et qui avait été considérablement défendue par Hu Jintao et qui s'est fait véritablement virer avec tous ses proches. Et la même chose a eu lieu en Russie, puisqu'en fait, à partir du moment où l'opération spéciale a commencé, toutes les personnes qui n'étaient pas fiables, qui n'étaient pas fidèles, ont fui, entre guillemets, avec argent et bagages hors de Russie. En réalité, ils ont tout perdu, mais ça permet aujourd'hui à la Russie d'avoir des perspectives de croissance fortes. Un allié, certainement, qui va s'exprimer sur la question ukrainienne, mais plus généralement sur son envie de travailler extrêmement bien avec la Russie. Je vous rappelle que pendant la période du zéro Covid en Chine, ils ont finalisé la construction d'un gazoduc géant entre la Sibérie et la Chine, Force Sibérie. Et ils sont en train de faire le deuxième. Ils ont fait des choses incroyables. Et encore une fois, on a deux présidents qui vont d'une part lundi se rencontrer à huis clos, c'est-à-dire qu'ils vont parler entre chefs d'État
Donc contrairement au président américain qui a besoin de beaucoup de monde autour de lui, là on a deux présidents de 70 ans pleinement sûrs de leur intelligence, de leur stratégie, de leur vision du monde qui vont discuter. Et mardi, ils vont annoncer des choses qui vont être assez incroyables sur leur ambition ensemble, leur ambition pour leur pays respectif, leur ambition ensemble et leur ambition pour le reste du monde. Je crois que ça va être un moment extrêmement important que les Ukrainiens devraient écouter avec attention, les Européens également, toute l'Asie, Taïwan et évidemment les Américains. Je pense que déjà pour essayer d'expliquer, dans le monde, il y a trois superpuissances. La grande superpuissance historique, depuis 50 ans, ce sont les États-Unis, qui dominent quasiment seuls le monde depuis la chute du mur de Berlin, donc depuis 30 ans. Il y a une nouvelle superpuissance qui est essentiellement économique, mais qui est en train de devenir financière et militaire, c'est la Chine. Et il y a une superpuissance oubliée qui est la Russie. Et donc ces deux superpuissances, que sont la Chine et la Russie, entraînent dans leur sillage au sein des BRICS d'autres pays. Et là, je cite vraiment avec beaucoup d'attention l'Arabie saoudite, l'Iran, qui sont en train véritablement de rentrer dans une situation de paix et de s'allier à cette avancée des BRICS. BRICS, c'est l'Inde, le Brésil, et également l'Afrique du Sud, en plus de la Russie et de la Chine. Et donc, l'événement qui est très important qui va avoir lieu, je pense, c'est que, mais peut-être que je me trompe, la Chine va annoncer qu'elle est main dans la main avec la Russie sur le plan économique et sur le plan militaire. Et donc, ça va être un défi très fort à l'OTAN et aux États-Unis qui, en ce moment, sont assez fébriles, comme on a vu avec un drone qui a été envoyé au fond de l'eau par des manœuvres assez exceptionnelles d'avions russes, qui étaient en train de dire aux Américains, maintenant, ça suffit, vous êtes trop impliqués dans ce conflit et vous êtes impliqués à tel point que vous mettez en danger l'existence même de la Russie. Puisqu'en fait, vous êtes une puissance nucléaire impliquée dans un conflit et on va être obligé de réagir à ça. Et je pense que la Chine va taper sur la table aux côtés des Russes. Je pense que la Russie et la Chine vont ensemble taper du poing sur la table mardi prochain et dire maintenant ça suffit. Ce conflit doit s'arrêter, il n'a aucun sens. Les Américains doivent réapprendre à vivre par eux-mêmes en ne considérant plus le monde comme un vampire considère le sang de ses victimes. Il faut vraiment insister sur le fait que ce sont deux pays qui croient en l'ordre international. Donc, ils ne vont pas parler juste pour parler. Je pense qu'ils vont signer des accords très clairs. Donc je pense qu'ils vont annoncer la signature d'accords de coopération dans le domaine économique, dans le domaine militaire, qui peuvent dépasser d'ailleurs ces aspects-là en allant dans le détail, dans le domaine de la santé par exemple, dans le domaine de la coopération dans la recherche, peut-être même recherche scientifique, intelligence artificielle, etc. Ils vont signer un accord de coopération très fort entre les deux pays. Donc ça va être quelque chose de formalisé. On n'est pas du tout entre deux personnes qui sont là pour communiquer. On est entre deux patrons de pays extrêmement importants qui connaissent leur pays, qui connaissent le désordre international actuel et qui savent que pour en sortir, il faut signer des accords et les respecter. Donc ils vont signer un accord qui va être, à mon avis, aux conséquences extraordinairement fortes pour tous les pays qui ont envie d'être belliqueux vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Mais le conflit ukrainien, il n'aurait jamais dû commencer. Des solutions avaient été, semble-t-il, trouvées
dès 2015 avec les accords de Minsk qui se sont mis en séquence, qui ont été signés par l'Ukraine, par les républiques du Donbass, avec un parrainage de la Russie, de la France et de l'Allemagne. Les belligérants, c'était l'Ukraine et des républiques avec des volontés de plus d'indépendance à l'intérieur de l'Ukraine. Il n'y avait pas du tout d'envie de changer, entre guillemets, à quoi pouvait ressembler l'Ukraine. Il y avait évidemment des exigences dans le cadre des accords de Minsk sur le fait de ne pas rentrer dans l'OTAN. Ensuite, ces accords n'ont pas été respectés. On a vu par les déclarations de Hollande et de Merkel qu'ils n'avaient jamais l'intention d'être respectés. On le sait des Ukrainiens, mais on pensait que l'Europe allait imposer à l'Ukraine de les respecter et mettre une condition aux milliards d'aides qui étaient investies dans le pays, le fait de respecter ces accords. Ça n'a pas été fait. Au contraire, ça a été des milliards d'aides militaires, de formation de militaires, etc., pour préparer une guerre. Donc au lieu de préparer une paix, l'Occident a préparé la guerre. Les Russes, comprenant ça, sans doute très tôt, mais ils avaient à gérer des problèmes en Syrie, à avancer en interne pour être également préparés à la folie de l'Occident. En novembre et décembre, Vladimir Poutine a mis sur la table, vers les Américains, des propositions pour sortir de cette situation. Et il s'est passé exactement l'inverse, c'est-à-dire que les troupes ukrainiennes se sont massifiées vers le Donbass. Il y a eu une augmentation très significative des bombardements, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OSCE qui a noté une explosion des bombardements. Tout ça s'est conduit par la nécessité pour les républiques du Donbass d'appeler à l'aide la Russie. La Russie a répondu. On est rentré dans ce conflit et tout le monde pensait, après avoir vu la manière avec laquelle se passaient les premiers jours, que la paix serait rapide. Les Israéliens ont essayé de jouer un rôle dans la paix, la Turquie a essayé de jouer un rôle, et les choses avançaient bien, mais c'était clairement pas du goût. Et c'est ce que Bennett, l'ex-premier ministre israélien d'ailleurs, a révélé il y a quelques semaines dans une interview à la radio, c'est qu'en réalité les Américains et les Européens, certains pays européens, s'étaient opposés, entre guillemets, à l'avancée des négociations de paix. Et on comprend pourquoi, quand on voit la crise financière qui est en train d'exploser aux États-Unis, qui bien évidemment n'est pas liée à l'opération spéciale en Ukraine, elle n'est pas liée à rien du tout, puisque cette opération n'a fait qu'enrichir les Américains, puisqu'ils ont rendu l'Europe complètement esclave de leur gaz, de leurs armes, etc., puisque c'est des milliards, des centaines de milliards de gaz de schiste qui sont vendus. Et donc la crise était profonde et on comprend en ce moment, les gens qui n'avaient pas compris et qui regardent ce qui est en train de se passer, que en fait cette crise en Ukraine est le révélateur de toutes les crises qui existent dans le monde. Et c'est pour ça qu'il y a cette urgence de la visite de Xi Jinping en Russie, et qui est de dire attention, on est en train d'être à l'intérieur de la crise de toutes les crises. La Chine est aux côtés de la Russie, et pas que la Chine et la Russie, d'autres pays qui vont s'exprimer, à mon avis, dans la foulée de cette rencontre. C'est-à-dire que ce qui va se passer dans les jours qui suivront, j'espère que ce ne sera pas militaire, ça va véritablement être une alliance des gens qui veulent la paix, qui veulent éviter un cataclysme nucléaire, et qui vont dire « ça suffit ». Et qui espèrent être entendus par toutes les personnes de bonne volonté aux États-Unis, parce qu'il y en a. C'est ce que je pense.